Adam Bloss presents. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. président. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Oui, elle pense que la fame et les likes vont atténuer ses peurs. She's a TikTok girl. En gros, vous aurez vos deux gars plus régulièrement et plus simplement plusieurs fois par semaine, le plus authentique que possible. Et ça commence cette semaine. Au revoir. Le 25 septembre, il y a un peu moins d'un mois, McFly et Carlito faisaient leur retour sur YouTube. L'information est peut-être passée inaperçue pour les personnes qui ne sont pas abonnées à leur chaîne ou les viewers non réguliers, mais elle a son importance. Déjà par la durée de la pause. 7 mois, ce qui est plus long que n'importe quel créateur appartenant au cercle très fermé du top 10 des chaînes les plus suivies en France. Également pour les conditions et le contexte de ce départ, et surtout de ce retour, qui en révèle plus qu'on pourrait le croire sur l'état de la plateforme et des youtubeurs qui produisent régulièrement dessus. Je vous propose donc d'analyser tout ça pour tenter de mieux comprendre ce qui se joue sur cette chaîne, un temps adoré, aujourd'hui contesté. Pour revenir brièvement sur la pause qu'ils ont effectuée, c'est un phénomène qu'on a vu fleurir de plus en plus ces derniers mois, voire ces dernières années. Mastu, Cyril MP4, Masqué et tant d'autres ont parfois décidé de prendre du temps loin des réseaux sociaux sans produire du contenu pour se ressourcer. Même dans d'autres domaines que le divertissement, par exemple Enjoy Phoenix a fait son retour récemment après plusieurs mois sans poster sur sa chaîne principale. Cela s'explique en partie par les burn-out qui se multiplient dans la profession. Il y a 3 ans, on avait déjà abordé cette thématique sur la chaîne, un aspect qui était pendant longtemps pas assez mis en lumière à mon goût. C'est un débat qui revient souvent, mais oui, youtubeur n'est pas forcément un métier facile sur le plan de la charge mentale. D'ailleurs, un baromètre de la santé mentale des créateurs et des utilisateurs, notamment des plateformes vidéo, vient de sortir, et il est particulièrement parlant sur la santé mentale fragile qui habite aujourd'hui les créateurs de contenu. Il s'agit d'un métier entrepreneurial, et comme le souligne l'article, Entrepreneurial burnout. A systematic review and research map. les travailleurs indépendants ont plus de chances de faire face à une situation de burn-out. En plus de la trop grande charge de travail, il faut ajouter des raisons personnelles, notamment des problèmes de santé pour l'enfant de Carlito et des bad buzz qui devenaient de plus en plus réguliers. Les dimanches où McFly et Carlito ne se retrouvaient pas en tendance Twitter pour être dénigrés étaient rares, et les épisodes de la blackface, du feat avec Macron, de TikTok Girl, voire de l'album, et de stand-up de merde n'ont pas aidé. Pour leur retour, les deux créateurs ont alors annoncé un changement de cap. Désormais, les vidéos seront beaucoup plus sobres, plus de gros concepts ultra produits ou de guests exceptionnels chaque semaine. Aussi, le rendez-vous du dimanche est terminé, et désormais le contenu sort au compte-gouttes 1 à 2 fois par semaine. Enfin, le ton se veut différent, plus posé. Il a souvent été reproché à David et Raphaël de surjouer et de paraître surexcités dans chaque vidéo. Oh là là. Oh mec, c'est... Oh c'est incroyable. Attends, moi j'ai besoin. Ouais mec, t'es... McFly et Carlito l'affirment, ils ne vont pas faire la course au succès et préfèrent s'épanouir avant tout. Et je tiens alors à dire que si je vais critiquer leur retour sur certains aspects, il n'est pas question de les pousser à nouveau dans une course à la surproduction. Mes abonnés savent à quel point ce n'est pas mon type de vidéo privilégié. Pour autant, même si leur épanouissement reste effectivement primordial, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de faire un retour critique dessus. Mais alors avant ça, où en est et où en était la carrière de McFly et Carlito. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le discours tenu au sujet des gros concepts qui sont donc amenés à se raréfier sur leur chaîne. McFly et Carlito font indéniablement partie des créateurs qui ont ramené les vidéos plus produites en France. Il faut rappeler qu'ils viennent d'abord de la télévision, avec leur émission Le Fat Show, où ils ont fait leur gamme et se sont pliés au dispositif télévisuel. Après un passage à Golden Moustache, et au moment de lancer leur propre chaîne, ce sont donc ces codes dans lesquels ils vont aller piocher. Avec le principe de la case horaire du dimanche matin, qui n'était pas inédit, mais qui était malgré tout assez rare à l'époque, l'objectif était de créer un rendez-vous avec son audience, de la même manière que les émissions de télé. Ensuite, par le format des vidéos, rapidement assez longues, durant plus de 30 minutes, ce qui n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, et qui renvoie à des durées plus proches de la télévision. Et enfin, par les invitations récurrentes de célébrités, voire même de personnalités du monde du petit écran. J'avais longuement abordé ce sujet de la remédiation de la télé sur YouTube, un concept qu'on doit à Marshall McLuhan, et qui explique qu'un média ne meurt pas, mais se remédie sous différentes formes. D'ailleurs, ce phénomène de remédiation s'est une nouvelle fois illustré cette semaine avec l'annonce de l'arrivée des interviews d'Hugo Décrypte, qui est clairement une remédiation de la télé depuis des années,
sur France 2 le samedi après le 13h. Il est clair qu'on a assisté à ce processus sur la plateforme ces dernières années. Cependant, j'ai toujours également souligné que cette tendance représentait pour moi une impasse. L'ambition de faire toujours plus est stimulante, mais surtout illusoire, et McFly et Carlito l'ont eux-mêmes reconnu. Il est impossible de maintenir cette croissance exponentielle. D'ailleurs, les gens me le demandaient, j'avais pas la réponse. Les gens, mais tu fais le chef de l'État, tu fais Will Smith, Thomas Pesquet, je ne sais guère tout ce qu'il y a eu. C'est quoi la suite, quoi? Tu te dis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire? Et à chaque fois on était là, bah c'est vrai, en fait c'est une très bonne question. Bah en fait la suite, c'est de se retrouver, nous, simplement. Si voir Omar Sy participer à une vidéo YouTube paraissait un événement fou il y a quelques années, aujourd'hui on appellerait ça sûrement un dimanche comme un autre sur la chaîne de Squeezie. Les personnalités médiatiques passent désormais par les créateurs de contenu au moment de leur tournée promo, preuve de plus, s'il en fallait, de la remédiation télévisuelle qui s'opère. Mais le problème principal, c'est que cette course au gros concept décale l'attrait de la vidéo, du créateur, vers son aspect grandiose. On ne regardait plus une vidéo de McFly et Carlito pour eux, mais plutôt pour les invités ou la grandeur du dispositif mis en place. Ça permet de faire grossir les vues, mais ça crée immédiatement une distance avec l'audience et atténue la relation transparasociale. Avec un public, 10 cadreurs, 7 invités et 1h30 de vidéo, tout peut facilement rendre fake. Ils ont donc annoncé vouloir changer de stratégie, avec du contenu plus terre à terre, plus simple, probablement pour renforcer la proximité avec leur audience. En gros, on essaie de se fixer ce rythme-là. Plus simple, plus naturel, plus posé, moins tape à l'œil, pas forcément du waouh, du gros concept. Et en fait, c'est pas forcément les grosses prods qui sont les plus excitantes à regarder à l'arrivée et même à faire pour nous. C'est une très bonne idée sur le papier, mais après dans l'exécution, je suis encore moyennement convaincu. Mais au moins, ils ont réussi à surmonter cette impasse de la surproduction qui entraîne souvent une pression mentale énorme sur les vues, sur la concurrence et finit par épuiser les créateurs et l'audience. Le deuxième obstacle à leur retour est pour le coup plus difficile à franchir. Il y a un aspect qui peut paraître banal, mais qui est pour moi sous-estimé chez les youtubeurs, c'est la réputation. On parle souvent de popularité, de bad buzz, voire même de cancel, mais la notion de réputation est plus large et trop peu prise en compte pour moi. Dans son article « La sociologie des réputations », qui me sert de source principale, Pierre-Marie Chauvin définit la réputation comme une représentation sociale partagée, provisoire et localisée, associée à un nom et issue d'évaluations sociales plus ou moins puissantes et formalisée. L'idée de représentation sociale est intéressante. Cela va au-delà du nombre de vues, du pourcentage de pouces bleus ou de la virulence des haters. C'est vraiment l'image que l'on va avoir, en l'occurrence d'un youtubeur, en lien donc avec des évaluations sociales. Chaque personnalité s'adonne alors à un travail réputationnel, à savoir des efforts pour construire, entretenir et développer une certaine réputation au sein de leur carrière. Pour Alan Bowness, des trajectoires réputationnelles vont alors se dessiner, suivant régulièrement des schémas d'ascension et de chute. Mais le processus qu'il décrit me paraît un peu daté et inadapté aux youtubeurs, et particulièrement à McFly et Carlito. Je vous explique. Pour lui, chaque artiste ou même chercheur ou personne qui va venir travailler sa réputation va passer différents stades de reconnaissance avec dans l'ordre des mécanismes de consécration dans le cercle des pairs, ensuite le cercle des critiques, puis le cercle des protecteurs, donc les collectionneurs, etc. et enfin le cercle du grand public. Sauf que sur YouTube, il n'y a pas besoin de la validation des pairs et encore moins de collectionneurs pour se faire une réputation. Au contraire, c'est d'abord la consécration dans le cercle du grand public qui peut amener le reste. Et de plus en plus, cela se dessine sous forme de courbes en U inversées. De la même manière que toutes les choses populaires, McFly et Carlito ont fini par subir le règne de l'unpopular opinion. Bon alors, j'ai trouvé aucune étude corroborant cette analyse, mais si un chercheur en sciences sociales qui manque d'un sujet m'écoute, je pense que ça mérite vraiment d'être étudié. Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, l'engagement est le facteur privilégié pour mettre en avant un contenu plutôt qu'un autre. Or, rien ne génère plus d'engagement qu'un avis très tranché en contradiction avec l'opinion publique. On assiste donc très souvent au même cycle. Un élément est peu connu, une communauté se forme autour de celui-ci et le met énormément en avant pour affirmer sa différence de connaître un contenu de niche. Le contenu devient de plus en plus apprécié et devient même mainstream, puis des personnes qui n'adhèrent pas affirment leur différence en expliquant qu'ils trouvent ça nul, ça fédère
jusqu'à quasiment devenir l'avis dominant. La réputation de chaque élément, youtubeur, etc. va donc souvent suivre une forme de courbe en U. McFly et Carlito en a fait les frais, mais c'est également le cas par exemple des concepts des imposteurs de Squeezie ou des traits d'horreur. Au début, quelques personnes soulignaient à quel point c'était bien, puis c'est devenu un engouement populaire, et finalement des voix dissonantes ont commencé à se faire entendre jusqu'à elles aussi quasiment devenir les voix, si ce n'est majoritaires, en tout cas celles qui font le plus de bruit aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est uniquement sur Twitter et que c'est un petit entre-soi qui n'a pas vraiment d'impact. Mais il ne faudrait pas sous-estimer son incidence sur la réputation. Pour reprendre encore une fois des chercheurs du domaine, on peut même qualifier Twitter d'arène de consécration au sens de Pascal Ragouet. En gros, le concept d'arène désigne un espace où se déroulent des interactions, de la coopération et de la compétition pour l'obtention de la réputation. Donc, ce qui caractérise assez bien le réseau social. Or, il est indéniable que si les deux youtubeurs possèdent une communauté très importante et que leurs vidéos sont en règle générale assez bien accueillies par la majorité des gens qui la regardent, leur réputation a dégringolé ces dernières années. La faute à une accumulation de mini bad buzz qui sont souvent, à raison, considérés comme des tempêtes de verre d'eau, mais qui finissent par atteindre l'image de marque. S'ils n'ont jamais subi un cancel, cela ne les rend pas intouchables. Au contraire, chaque polémique entache la réputation et rend plus difficile à gérer la prochaine, en devenant un terreau fertile pour la suivante. Prenons l'exemple, encore une fois, de Squeezie dans le même domaine. Entre l'accident du GP Explorer ou l'illustration de mauvais goût dans une de ses dernières vidéos, il a été confronté à plusieurs polémiques qui auraient pu entacher son image et devenir des bad buzz, voire même des cancels. Mais sa bonne réputation auprès du public, construite sur bientôt 10 ans, lui a permis d'être moins mis en difficulté qu'un autre youtubeur l'aurait été à sa place. Les gens sont plus prompts à le défendre car il a une bonne image. D'ailleurs, dites-moi, quelle est l'image, la représentation sociale que vous avez de McFly et Carlito ? Par exemple, je sais que moi je suis ni un fan ni un hater, il m'arrive de regarder de temps en temps leur contenu, mais je trouve qu'ils ont une très mauvaise réputation. Et j'associe leur image à du surjeu, à du toujours plus, et à une absence de sincérité. Alors que pourtant, au fond de moi, je suis persuadé qu'ils en rajoutent pas tant que ça, et que c'est le dispositif entre potes qui les pousse à rigoler très fort, etc. Mais donc, la réputation me paraît alors être un facteur clé dans la carrière d'un youtubeur, et que McFly et Carlito ont peut-être un peu trop négligé. Et après tout, c'est normal, car le principe même de communauté et de haters pousse à adopter une vision quasi binaire, eux contre nous, les abonnés contre les aigris de Twitter. Or, une partie non négligeable des gens, comme moi, ne se trouve dans aucune des deux catégories, et vont malgré tout être influencés par elles, construisant cette représentation sociale. Ça va même plus loin, par exemple, en faisant une vidéo avec Emmanuel Macron, cela crée forcément de la visibilité et une forme de reconnaissance institutionnelle. Mais il va s'opérer ce qu'on appelle un transfert de réputation, savoir que les deux youtubeurs vont récupérer une partie de la réputation de la personne avec qui ils collaborent, et inversement, en l'occurrence, la réputation négative qui continue de leur coller à la peau. Je vous jure qu'il y a encore des gens dans les commentaires de leurs nouvelles vidéos pour leur reprocher. Comme le fait n'importe quelle marque d'envergure, les youtubeurs devraient constamment se poser la question des valeurs, idées, images auxquelles ils sont rattachés dans l'inconscient collectif. Avec les moyens développés à la production et dans les équipes, ça ne me choquerait pas de voir apparaître dans les prochaines années des groupes d'études marketing sur des chaînes, justement pour tenter de cerner leur réputation, mais aussi les attentes du public autour de ces chaînes et comprendre comment améliorer tout ça. Et c'est ce que McFly et Carlito semblent tenter de faire. Dans leur vidéo d'annonce de leur retour, ils reviennent sur le reproche qui est fait aux grosses productions YouTube et à leur tendance à réagir de manière exubérante dans leur contenu. C'est un peu déroutant car la vidéo répond à énormément de critères d'une vidéo d'excuses. Dans son travail So sorry. Now please watch. Identifying image repair strategies. Sincerity and forgiveness in YouTubers apology videos. Se penche sur le dispositif de demande de pardon des créateurs de contenu. Il note que la caractéristique principale de ces contenus est toujours l'emphase sur l'aspect naturel des youtubeurs. Pour McFly et Carlito, ça se vérifie dès la miniature, où ils sont tous les deux assis avec des expressions du visage calme et naturel en comparaison aux vignettes habituelles. L'image est rapidement rejointe par les mots, car ils annoncent eux-mêmes souhaiter un dispositif de vidéo plus naturel et un comportement moins foufou. En effet, on remarque tout de suite la position majoritairement assise qui va donner une forme de calme et de décontraction, l'absence de musique de fond et surtout de cuts et de zoom qui viennent habituellement rythmer les vidéos YouTube et garder l'attention du spectateur. Dans la vidéo Storytime, on observe même une absence quasi systématique d'illustration pour venir accompagner le récit. Il vient à Paris et comme pour Will Smith, l'équipe nous a dit les gars, vous voulez faire un truc avec Omar Sy? On a dit à ton avis. Mais vos petits loulous ont dit, il nous faut plus de temps que les autres journalistes et en plus, il faut qu'il accepte ce concept. Toi qui es beaucoup plus contrôle, si je veux t'amener quelque part, pour inventer un mytho, c'est très dur. C'est vrai.
Donc on part dans la voiture, un matin, on part vers 6-7 heures ou 8 heures, je sais plus exactement. Enfin, le format même des vidéos a changé. Depuis leur retour, à l'heure où j'écris, tous les contenus publiés durent moins de 33 minutes. Ça peut paraître complètement anodin, mais avant la pause, il faut remonter à 2 ans en arrière pour voir une vidéo classique descendre sous la barre des 30 minutes. C'est assez osé, à une époque où les contenus qui fonctionnent sur YouTube se dirigent de plus en plus dans des vidéos de stock, donc de longues vidéos qui vont pouvoir être revisionnées sur le long terme et traverser le temps. McFly et Carlito ont rapidement proposé des vidéos répondant à plusieurs critères du contenu de stock. Or, les nouvelles vidéos et leur rythme de publication très intense portent à croire que c'est plutôt vers du contenu de flux que leur nouvelle phase semble s'orienter. Du point de vue des statistiques, ça ne trompe pas, avec des vidéos qui ralentissent très vite après leur sortie et qui réalisent 2 fois moins de vues qu'avant. Après, on reste sur du 2 millions de vues par vidéo, ce qui est énorme, et surtout, comme je l'ai expliqué, le facteur popularité par le nombre de vues ne peut pas être l'indicateur principal pour juger une chaîne YouTube, surtout quand les créateurs eux-mêmes affirment vouloir s'en détacher. Mais c'est pour vous montrer à quel point le contenu de stock engrange aujourd'hui sur YouTube beaucoup plus de vues, notamment sur les premières semaines de diffusion, que du contenu de flux qui va être regardé très vite et qui va rapidement tomber aux oubliettes. On a alors, de la part de McFly et Carlito, tout un discours qui va s'articuler autour d'un retour en arrière, quasiment une forme de nostalgie. En témoigne le générique qui retrace les différentes périodes du duo, avec une musique qui semble être un remix d'une de leurs anciennes chansons. Et par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que les premiers retours, notamment de leur communauté, sont globalement positifs. Et j'avoue moi aussi avoir été agréablement surpris par la première vidéo qui revenait sur leur collection annulée avec Jennifer. Mais j'ai été beaucoup moins convaincu par le reste, et je ne suis pas le seul, car plusieurs commentaires ont également mis en avant une forme de déception vis-à-vis du contenu proposé. Il faut dire qu'on assiste à un virage à 360, qui risque de laisser sur le côté une partie de leur communauté habituée à un rythme effréné dans le contenu et des ambitions sans limite. Cependant, ce n'est pas tellement l'absence de cut ou de fou rire intempestif qui m'a dérangé, mais bien le manque cruel parfois de mécanique. Comme j'ai dit, je suis pas un grand fan des concepts énormes d'1h30 qui mobilisent 50 personnes de l'équipe technique et qui invitent Elon Musk et Bill Gates pour sauter au-dessus d'une rivière de flammes. Malgré tout, une vidéo de divertissement sur YouTube se doit pour moi d'avoir ce qu'on appelle une mécanique, à savoir un système qui va capter l'attention et créer un enjeu au contenu. C'est ce qui faisait la force de McFly et Carlito. En témoigne le meilleur jeu en voiture, ou encore On appelle des gens au hasard, qui était à l'origine des vidéos extrêmement simples d'un point de vue de la production et même du montage, mais qui possédaient une mécanique très forte. Et qu'il s'agisse de la vidéo en compagnie de Léopold et Théodore, où il fallait simplement placer des villes sur une carte, ou de la vidéo anecdote de l'enterrement de vie de garçon de David, la mécanique est très faible. Pour celle sur Titeuf, le moment où ils apprennent à dessiner Titeuf et où Zep reproduit des youtubeurs a une mécanique assez intéressante, et le début de la vidéo est quand même un peu plus poussif, le côté interview est peut-être un peu long, même si pas complètement inintéressant. On pourrait dire qu'il en est de même pour la vidéo de réaction à la collection annulée de Jennifer, mais réagir à un projet qui n'a jamais été dévoilé en public, expliquer les coulisses tout en ramenant certains objets de cette collection, en diffusant un spot inédit, en fait c'est une mécanique intéressante. Je pense qu'il ne manque pas grand chose à McFly et Carlito pour trouver véritablement leur nouvelle manière de faire, et pour moi si l'objectif est le bon, creuser un peu plus les mécaniques de chaque vidéo permettrait de garder une communauté fidèle engagée tout en changeant de style avec de moins grosses productions et en construisant une nouvelle réputation plus saine qui peut à terme leur rapporter un nouveau public qui s'était lassé de la chaîne. On ne peut alors que féliciter McFly et Carlito de prendre la parole sur un tel sujet et de l'amener dans le débat public. Mais on peut également se questionner sur le fait de revenir avec 2 vidéos par semaine, avec encore beaucoup de contenu quand même très produit, en oubliant que le cœur de la chaîne n'a effectivement jamais été le nombre de caméras, ni même vraiment leur personnalité, mais surtout les concepts qu'ils étaient capables de ramener sur YouTube, innovants et disruptifs. Après, comme je l'ai dit, leur épanouissement reste évidemment prioritaire, mais tout comme le rire jaune au moment où il a décidé de faire des vidéos d'animation en anglais, la chaîne de McFly et Carlito est à un nouveau tournant. Et qu'on les adore, qu'on les déteste ou même qu'on soit indifférent, je trouvais ça intéressant de retracer leur trajectoire récente et de jeter un coup d'œil à ce retour qui en révèle plus qu'on pourrait le croire sur leur avenir et même sur celui des youtubeurs de manière générale. If you enjoyed this video, you might like this one about the storytelling of Seb's YouTube videos. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you soon.